On poursuit dans notre examen des charges déductibles au titre des bénéfices industriels et commerciaux, avec la notion de provision pour perte et charge ou provision pour perte ou charge. Les deux existent. On va commencer par une présentation générale et ensuite on poursuivra avec les définitions de la notion de provision et les types de provisions fiscalement déductibles. Alors d'abord une présentation générale, une sorte de petite introduction sur cette question, en signalant que, comme je viens de l'indiquer, les provisions pour pertes et charges font partie des charges déductibles au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Alors je signale, on y reviendra, mais c'est quelque chose à ne pas oublier, les provisions pour pertes et charges ne sont pas admises, ou du moins la déductibilité des provisions pour pertes et charges n'est pas admise au titre des bénéfices non commerciaux, hein, des BNC. Les provisions pour pertes et charges sont admises pour les BIC, aussi pour l'impôt sur les sociétés, mais pas pour les BNC. Alors que les amortissements ont pour objectif de reconstituer le capital productif de l'entreprise, qui s'use ou perd de sa valeur avec le temps, ou qui s'use et perd de sa valeur avec le temps, les provisions pour pertes et charges représentent simplement des pertes ou des charges probables que l'entreprise peut, par anticipation, déduire de son résultat. Donc on est dans une logique, je dirais, différente, euh, pour essayer de différencier les choses de manière un peu plus nette. Je dirais que les amortissements fiscaux font partie de sorte de réparation, sont en quelque sorte un régime curatif, si on prend une comparaison de santé ou de médecine, alors que les provisions sont un dispositif préventif. C'est-à-dire que l'idée est de prévenir des pertes ou des charges qui seront probables, de mettre de côté de l'argent en vue de ces charges probables. Alors que dans le cas de l'amortissement, la charge est déjà intervenue, on a déjà acheté, on a déjà investi dans l'immobilisation, et il s'agit simplement de préparer le remplacement de quelque chose d'existant. En matière de provision, ce n'est pas exactement le cas, on est plutôt dans un aspect futur et de prévision. Or, dans la mesure où les provisions sont susceptibles de réduire l'assiette imposable de l'entreprise, vous avez compris qu'elles font l'objet ou elles feront l'objet systématiquement d'une réglementation fiscale assez stricte. Alors, on verra successivement dans ce paragraphe, hein, sur les provisions pour perte ou charge, la notion de provision d'un point de vue fiscal. Ensuite, on verra les modalités de calcul du montant des provisions fiscalement déductibles. Puis la portée des provisions, qu'est-ce qu'on en fait, quels sont les différents cas de confirmation en quelque sorte des charges déductibles qui ont été provisionnées, ou au contraire de remboursement, ou comme on dit, de réintégration fiscale, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cas où les provisions ne débouchent pas sur des charges déductibles, donc doivent être réintégrées au résultat fiscal. Puis enfin, on verra quelques exemples à examiner avec soin, parce qu'ils aident à préciser en fait les conditions de mise en œuvre des provisions qui ne sont pas toujours simples. On le verra ensemble. Pour plus de détails, on peut se reporter au précis de fiscalité 2018, donc, qui est une des sources importantes, hein, d'informations sur la fiscalité, et en particulier les paragraphes 3060 à 3100. Alors je rappelle, hein, que le précis de fiscalité 2018 est disponible en ligne sur le site impôt.gouv.fr. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou que je n'ai pas suffisamment expliquées, vous pouvez retrouver ces détails dans le précis de fiscalité. Alors, on va commencer par une définition ou des définitions de la notion de provision et les types de provisions fiscalement déductibles. Alors d'abord, les définitions. Alors, je vous propose une première définition qui est la suivante, je vous la lis. Une provision est une déduction opérée sur les résultats d'un exercice en vue de faire face ultérieurement à une perte ou à une charge dont l'objet est nettement précisé et que des événements en cours rendent probable.
Alors, cette définition que je viens de lire est extraite directement du bulletin officiel des finances publiques, hein, du 17 décembre 2013, qui essaye de cadrer, en quelque sorte, la notion de provision. Alors, tous les termes sont importants. Je reprends, hein, la définition rapidement. Une provision est une déduction opérée sur les résultats d'un exercice. Donc, on comprend bien que les provisions peuvent être déductibles du résultat fiscal. En vue de faire face, donc ça c'est le but bien sûr de la notion de provision, des provisions qu'on va faire, donc de l'argent qu'on va mettre de côté par anticipation, en vue de faire face ultérieurement à une perte ou à une charge dont l'objet est nettement précisé et que des événements en cours rendent probable. Donc vous avez la perte ou la charge donc qui va peser sur les comptes, sur le budget de l'entreprise, qui est entouré de deux conditions très très importantes et qui vont conditionner la mise en œuvre de la déductibilité des provisions, à savoir la perte ou la charge doit avoir un objet nettement précisé et que des événements en cours rendent probable. On va revoir tous ces aspects-là. Deuxième définition qui recouvre la première, mais je vous la lis. Cette définition, cette fois, est issue du Code général des impôts. Hein, donc, c'est pas du tout de l'interprétation, là, c'est vraiment de la loi. Le Code général des impôts évoque les provisions dans son article 39-1, paragraphe 5, pour être précis, qui dispose que sont en principe admises en déduction du résultat fiscal, donc on est toujours dans cet aspect de déductibilité, de charges déductibles, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées, et on retrouve les termes là du bulletin officiel des finances publiques, et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Donc il y a une condition plus précise encore que dans le bulletin officiel des finances publiques. Sont en principe admises en déduction du résultat fiscal les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probable. Donc là, on est conforme avec le bulletin officiel des finances publiques, ou plutôt c'est l'inverse, le bulletin officiel des finances publiques est conforme à la loi, à l'article 39.1, paragraphe 5 du Code général des impôts. Mais la loi rajoute une condition supplémentaire et dit à condition que ces pertes ou ces charges aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Alors pour schématiser, à la suite de ces deux définitions, on peut indiquer que les provisions sont donc des charges dont la survenue est à peu près certaine au moment où elles sont déduites de l'assiette imposable et qui sont déduites par anticipation. Voilà une troisième définition qui complète et ne rend pas caduques les autres, mais qui me paraît intéressante. On a cet aspect de déduction par anticipation, et on pourrait même reformuler en une quatrième définition les termes d'ensemble, en disant que les provisions sont donc des charges qui sont déduites par anticipation, parce qu'on pense, au moment où elles sont déduites, de l'assiette imposable bien sûr, qu'elles vont se réaliser de façon à peu près certaine. En d'autres termes, ce sont des charges qui, en raison de leur nature et de leur coût, doivent être réparties sur un certain nombre d'exercices futurs. C'est cet aspect-là aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que si la dépense approvisionnée, finalement, était une dépense d'un montant relativement limité, au fond, elle pourrait être prise en compte sur une seule année fiscale et il n'y aurait pas besoin d'anticiper. On dirait simplement, bah, tiens, il faut prévoir pour 2020 tel type de dépenses liées, par exemple, à un départ à la retraite ou à un licenciement, etc., etc. Et puis, on n'a pas besoin d'anticiper sur plusieurs années une dépense qui peut avoir un caractère financièrement limité. Là, on voit tout de suite à travers ces définitions qu'en fait, on peut avoir affaire à quelque chose de relativement lourd en termes financiers et qui nécessite, et c'est ça qui rapproche aussi un tout petit peu de l'amortissement, qui nécessite un étalement dans le temps. Sauf que là, l'étalement dans le temps va être avant la dépense, alors que pour l'amortissement, l'étalement dans le temps est après la dépense principale. Il s'agit simplement de reconstituer le capital ou les immobilisations qui ont été mises en œuvre. À titre d'exemple, on peut juste par rapport à ces définitions, évoquer par exemple donc des provisions qui sont faites,
pour gros entretiens et grosses révisions ou réparations, ou des provisions pardon, pour charges de personnel, ou comme je l'indiquais, des provisions pour indemnité de licenciement. Donc ça, effectivement, on voit tout de suite que ce sont des dépenses qui sortent de l'ordinaire et qui ont besoin d'être préparées en mettant un peu d'argent de côté. Alors par parenthèse, juste avant de poursuivre, et sur ce que j'évoquais à l'instant, hein, des provisions pour indemnité de licenciement, je signale que en matière de licenciement, seules sont déductibles les provisions pour licenciement individuel. Par contre, les provisions pour faire face à des licenciements économiques, par exemple, sont interdites hein, depuis 1998. Voilà, on va poursuivre en regardant donc les types de provisions fiscalement déductibles. En poursuivant avec les types de provisions fiscalement déductibles. On va en évoquer quelques-unes à titre d'exemple, puis on illustrera les caractères des provisions avec chacun de ces types de provisions, ces types d'exemples. On a d'abord des provisions qu'on appelle provisions pour créances douteuses ou litigieuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il arrive dans la vie d'une entreprise que le recouvrement de créances hein, par l'entreprise soit difficile ou compromis pour plusieurs raisons. Par exemple, la raison la plus courante, c'est la mauvaise situation financière d'un ou plusieurs débiteurs. Donc, il va forcer à considérer que les créances qu'on a sur ces débiteurs, qui donc doivent de l'argent à l'entreprise, sont des créances douteuses. Ou alors, en raison, deuxième exemple de ces créances douteuses et litigieuses, en raison de l'existence d'un désaccord sur le principe ou sur le montant de certaines créances. Donc là, ce sont plutôt des créances litigieuses plutôt que des créances douteuses. Alors pour ce type de créances, donc qui sont de l'argent potentiellement à recevoir par l'entreprise, le fisc admet la déductibilité des provisions constituées pour faire face à de telles situations, mais il y a des conditions, et deux conditions principales essentiellement. La première condition est que les créances auxquelles on appliquera des provisions soient bien individualisées. C'est-à-dire qu'on identifie clairement quelle entreprise nous doit de l'argent et a une difficulté, et pour quel montant. Peut-être que toutes les créances d'une entreprise ne sont pas ni douteuses ni litigieuses. Donc il faut véritablement, dans le cadre de la provision, cerner de la manière la plus étroite possible. On dit individualiser clairement la provision en contenu et en montant. Autrement dit, on ne peut pas, comment dirais-je, classer globalement toutes les créances d'une ou plusieurs entreprises dans un même bloc en disant bon, ben, si telle entreprise n'est pas défaillante, ben, l'autre sera défaillante, etc., et compenser l'une par l'autre. Non, non, il faut que les provisions soient affectées, si je puis dire, assignées à des entreprises et des créances parfaitement identifiées, en contenu et en montant. Deuxième condition, il faut que les événements en cours à la clôture de l'exercice rendent probable la perte envisagée. Par exemple, si une procédure de redressement judiciaire a été déclenchée concernant une entreprise cliente en 2020, eh bien, on pourra considérer en 2021, 2022, etc., qu'il faut identifier et provisionner en quelque sorte ces pertes. Donc ça n'est pas l'événement en quelque sorte ou les événements qui vont déclencher la mise en œuvre de la provision, et la constitution de la provision, par exemple en 2020, doivent être parfaitement connus en 2020 pour des choses qui se réaliseront en 2021, 2022 ou plus tard. Si en revanche on estime qu'on aura un problème, on est en 2020 par exemple, ou en 2019, enfin bon, on va dire 2020, et on estime que peut-être on aura un problème avec telle ou telle entreprise en 2021 ou 2022, parce que ben, elle a fait de mauvaises affaires, parce que éventuellement elle va être rachetée, parce que le chef d'entreprise de l'entreprise dont on parle va partir à la retraite, qu'on ne sait pas comment ça va se passer avec les successeurs, etc. Là, on ne peut pas faire de provision. Il faut qu'on ait une image très très nette en 2020 de ce qui se passera en 2021, 2022, 2023, etc. Voilà, donc sur cet aspect créances douteuses ou litigieuses, on peut passer
des provisions pour se prémunir contre les dangers de créances douteuses ou litigieuses qui ne sera pas honorée, comme on dit, mais il y a des conditions. Deuxième type de provision que vous voyez sur la diapositive, des provisions constituées pour travaux d'entretien ou de réparation. Là aussi, c'est un grand classique, hein, je dirais, des provisions. Alors, de telles provisions peuvent aussi être déduites de l'assiette de l'impôt, à titre exceptionnel, si elles sont destinées à des charges dont le coût important et le caractère sont tels qu'elles doivent être réparties sur plusieurs années, sur plusieurs exercices. Alors, on l'a déjà un tout petit peu évoqué précédemment, il s'agit par exemple de dépenses de grosses réparations exigées pour certains matériels, par exemple du matériel naval. On sait que les navires bon, sont des investissements très, 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 très lourds, hein, de plusieurs centaines de millions, voire des milliards. La réglementation maritime, à la fois la réglementation nationale et la réglementation internationale, astreignent les navires à des visites périodiques, hein, pour des raisons essentiellement de sécurité, hein, de protection de sauvegarde de la vie humaine en mer, comme on dit, et également de protection de l'environnement. Protection aussi, hein, bien sûr, des passagers, pour les navires à passagers, ça va de soi. Euh, Ces visites, lorsqu'elles sont passées, peuvent donner lieu à des préparations et notamment à des réparations ou à des mises en état, hein, des navires, ou postérieurement à ces visites, il peut y avoir des injonctions, hein, de l'administration qui forcent l'armateur, hein, propriétaire du navire, en général, à faire des travaux. Donc il est possible de provisionner en quelque sorte, les dépenses futures sur la base, de visites de sécurité, périodiques. Ça c'est envisageable. On peut aussi, autre exemple, effectuer des provisions en vue, de se prémunir contre des dépenses de gros entretiens ou de remise en état du matériel des entreprises, qui travaillent surtout dans ce qu'on appelle le bâtiment de travaux publics. Là, on sait également que, bah, le matériel est très, très cher avec des dates de visite et cetera. C'est un peu la même problématique que celle que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. C'est à peu près la même problématique que celle que j'évoquais à l'instant pour le matériel naval. Alors, sur le premier exemple, le matériel naval, on peut signaler que dans la mesure où elle constitue des charges déductibles, les dépenses de grosses réparations, peuvent donner lieu à la constitution d'une provision, à condition qu'elle soit nettement précisée, là aussi en contenu et en montant. Donc là, s'il faut, changer toute une installation, d'extinction, d'incendie et cetera, OK, on connaît à peu près les prix, les coûts de main-d'œuvre et cetera, les coûts du matériel, le coût d'immobilisation aussi du navire en chantier. Bon, donc on peut assez bien préciser les choses et on peut élargir d'ailleurs la notion de grosse réparation bien au-delà du simple, j'allais dire matériel naval. Ça vaut aussi pour d'autres investissements, d'autres immobilisations à entretenir. Alors cette condition, que j'évoquais, hein, que la provision, vise des dépenses, nettement précisées en contenu et en montant, cette condition va être réalisée lorsque les dépenses couvertes par la provision, ont fait l'objet d'une programmation, détaillée des travaux à entreprendre, assortie, hein, d'une estimation précise de leur coût. Alors sur le second exemple, dépenses de gros entretien et de remise en état, heu le cas particulier, des provisions appelle quelques observations. 2 observations, d'ailleurs, essentiellement. Premièrement, on a vu, quand on a abordé la question des amortissements, que les entreprises ne pouvaient pas constituer des amortissements pour les matériels pris en location, car elles n'en étaient pas, tout simplement propriétaires, hein. Une des conditions fondamentales pour pouvoir amortir un bien, une immobilisation, c'est que ce soit une immobilisation, c'est-à-dire que ça fasse partie, du bilan, de l'entreprise. Donc ça, c'est un point. Pour les entreprises qui ont du matériel en location, elles ne peuvent pas l'amortir. Par contre, les loyers, qu'elles payent, hein, dans le cadre de cette, location de matériel, sont, des charges déductibles, là, il y a pas de problème. Ça, c'est le 1er point, donc on faut se rappeler la question des amortissements, qui est liée à la propriété. Quand une entreprise n'est pas propriétaire du bien, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'a pas à le garder en état. Imaginons, une entreprise qui loue du gros matériel, hein, enfin des équipements, des véhicules, voire d'ailleurs des locaux ou même des terrains. Elle peut être amenée à constituer des provisions fiscalement déductibles pour faire face non pas, à la location, et non pas, comme pour l'amortissement, à la reconstitution ou à la préservation, à proprement parler des terrains, mais pour faire face éventuellement à des frais
de remise en état, de ces matériels, avant leur restitution au loueur. Alors c'est un tout petit peu différent, comme vous le voyez, de la question, des amortissements. Puis il y a d'autres types de provisions fiscalement déductibles. Alors on va pas les traiter, hein, celles-là, on l'a pas traité les précédentes, j'ai simplement donné ça en tant qu'exemple. Mais je voulais simplement, sur ces autres types de provisions qu'on va pas traiter, vous signaler qu'elles existent, hein, au profit de professions, d'activités particulières. Et pour information, je signalerai qu'il existe par exemple, hein, des provisions pour, risques, afférents aux opérations de crédit à moyen et long terme, réalisées par les banques et les établissements de crédit. Bon là, on est dans un contexte tout à fait particulier, les banques ou établissements de crédit peuvent, réaliser des opérations risquées, hein, de mise en place de prêts et cetera, elles vont pouvoir, dans une certaine mesure, provisionner des pertes futures, pour en quelque sorte s'assurer, hein, contre, la réalisation d'un risque, en matière d'opération de crédit. C'est-à-dire un risque, par exemple, de non-remboursement ou de remboursement partiel, un risque de défaut de paiement, comme on dit maintenant. Autre exemple de provisions fiscalement déductibles, des provisions spéciales que font les entreprises d'assurance et de réassurance. Alors ça ne concerne pas non plus, hein, comme le cas juste avant, ça ne concerne pas non plus toutes les entreprises. Le cas juste avant, visait essentiellement, les organismes et les établissements de crédit, hein, qui font des opérations de crédit à titre professionnel. Là, on vise les entreprises ou les établissements d'assurance et de réassurance. Dans la mesure où ces entreprises prennent des risques, hein, quelquefois en assurant, des personnes, des activités, des pays même, peut-être, elles peuvent constituer des provisions, spéciales, qu'elles pourront donc, déduire de leur assiette imposable. Autre exemple, il y en a, quelques-uns, je ne vais pas vous endormir avec ça. Autre exemple, des provisions pour charges exceptionnelles, hein, relatives à des opérations, à des risques plutôt dus à des événements naturels. Le risque atomique, par exemple, ou des risques de responsabilité civile dus à la pollution, des risques spatiaux, ça peut être envisagé, mais là encore, cette fois, les conditions vont être assez restrictives. Il va falloir naturellement que les provisions, soient suffisamment bien ciblées pour jouer leur rôle, de protection et en quelque sorte d'assurance. Ça ne peut pas être simplement un moyen, de déduire facilement et sans justification, des charges, de l'assiette imposable, bien entendu. Autre, exemple, hein, je vous donne encore, 4 exemples, 4 exemples. Des provisions destinées à faire face à des fluctuations, là aussi, dans le domaine des assurances, de sinistralité, afférentes aux opérations d'assurance de groupe, hein, contre les risques de décès, incapacité, invalidité. Donc, la législation fiscale admet, de pouvoir que les assurances, les compagnies d'assurance, puissent déduire en quelque sorte, de leur, assiette imposable, des provisions faites pour garantir, hein, les fluctuations de sinistralité, c'est les fluctuations, de réalisation de sinistres, hein, c'est-à-dire, d'accidents, de maladies, et cetera. En particulier pour les risques décès, incapacité ou invalidité, hein. Donc ça vise plutôt les personnes physiques. Aussi, il peut y avoir, des provisions, pour reconstitution, de gisements, d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Là, vous voyez, c'est tout à fait spécifique. Il peut y avoir, ce type de provision. Bon, je vais pas continuer, simplement sachez que et là aussi on retrouve bien, ce que j'évoquais en introduction, sur la fiscalité. La fiscalité, va avoir, des règles, assez nettes, et globales. C'est ce qu'on a évoqué, avec, par exemple, les provisions pour créances douteuses ou litigieuses ou les provisions pour travaux d'entretien et de réparation. Et puis, on va ajouter à ces provisions tout un tas de provisions pour des secteurs particuliers ou des activités particulières. Alors manifestement, je pense, moi c'est une opinion, personnelle, mais qui irait bien dans le sens de ce que j'ai dit en introduction. Je pense que dans ce cas-là, on a affaire à un travail de lobbying, par exemple des compagnies d'assurance ou par exemple des compagnies pétrolières ou gazières, bon, qu'on provisionne la reconstitution de gisements d'hydrocarbures. Je vois vraiment pas en quoi, ça nous intéresse directement puisque les compagnies ont fait leur argent quand elles ont extrait les huiles minérales ou les gaz naturels et cetera. Donc bon, je vois pas en quoi on devrait défiscaliser en quelque sorte, parce qu'il s'agit bien de ça, le fait qu'elles reconstituent les gisements, qu'elles ont détruits. Bon, ça me paraît, le minimum, mais enfin bon, peut-être que je me trompe. Voilà, alors on va continuer, avec les modalités, hein, de calcul, du montant des provisions fiscalement déductibles.